Il y a 2200 ans, un homme a fait quelque chose qu'aucun dirigeant africain n'avait réussi avant lui. Il a pris des tribus dispersées sur des milliers de kilomètres et en a fait un royaume uni, un État souverain, une civilisation. Son nom, Massinissa, roi de Numidie, père de la nation algérienne. Ce n'est pas un titre honorifique, c'est une réalité historique documentée. Avant lui, il n'y avait pas d'État unifié en Afrique du Nord, des tribus, des territoires, des chefs locaux, mais pas de nation. Massinissa a changé ça. Il a rassemblé ce peuple, il lui a donné un territoire, une capitale, une armée, une monnaie, une administration. Gabriel Camp l'écrit clairement, Massinissa est le premier à avoir donné à l'Afrique du Nord une unité politique réelle. Ce territoire, c'est l'Algérie, et cet homme, c'est son père fondateur, l'un des stratèges les plus brillants de l'Antiquité. Ce que tu vas entendre aujourd'hui ne vient pas d'une interprétation. Ça vient de Polybe, de Tite-Live, de Gzell. Des sources qui ont documenté sa vie, siècle après siècle. Installe-toi. L'histoire commence. Avant de parler du roi, il faut parler du peuple. Les Berbères, ou Amazirs, les hommes libres, habitaient l'Afrique du Nord depuis des millénaires avant notre ère. Ils n'étaient pas un peuple unifié. Ils étaient organisés en confédérations tribales, chacune avec son territoire, son chef, sa culture. À l'est de ce qui est aujourd'hui l'Algérie et l'ouest de la Tunisie actuelle, les Massils. Une tribu berbère puissante, guerrière, dont la famille royale allait produire l'homme qui changerait tout. Massinissa naît vers 238 avant Jésus-Christ. Il est le fils de Gaïa, roi des Massils. Dès l'enfance, il est formé pour gouverner et pour combattre. Mais Gaïa ne se contente pas de lui enseigner la guerre numide. Il l'envoie à Carthage, la grande puissance méditerranéenne de l'époque. La ville qui contrôle les routes commerciales, qui finance des armées, qui négocie avec Rome d'égal à égal. Massinissa y passe plusieurs années. Il apprend la stratégie militaire carthaginoise. Il observe comment fonctionne un État structuré. Il voit ce que peut être une capitale, une administration, une diplomatie. Mais il n'est pas là pour devenir carthaginois. Il est là pour apprendre. Et il va tout ramener chez lui. À peine formé, Massinissa est envoyé en Hispanie, l'Espagne actuelle, pour combattre aux côtés de Carthage contre Rome. Nous sommes en pleine deuxième guerre punique. Hannibal vient de traverser les Alpes. Le monde méditerranéen est en feu. Massinissa a entre 18 et 20 ans. Il commande la cavalerie numide. Et là, quelque chose se révèle. La cavalerie numide est légendaire dans l'Antiquité. Des cavaliers qui n'utilisent ni selle ni mors, qui manœuvrent à une vitesse que les armées romaines n'ont jamais vue, qui frappent, se retirent, reviennent, épuisent l'ennemi. Polybe et Tite-Live le documentent tous les deux. Massinissa est un commandant exceptionnel. Ses hommes le suivent avec une loyauté absolue. En Espagne, il gagne. Il enchaîne les victoires. Il devient une figure militaire reconnue dans tout le bassin méditerranéen. Mais pendant qu'il combat en Espagne, quelque chose se passe en Numidie qui va tout changer. Pendant l'absence de Massinissa, son père Gaïa meurt. Le trône des Massils devrait lui revenir, mais un rival prend le pouvoir. Et les Masaéciles, la confédération berbère rivale dirigée par Syphax, en profitent pour tenter d'absorber le territoire des Massils. Massinissa rentre. Il trouve son royaume menacé, son trône volé, son peuple sous pression. Il combat, il perd, il reprend, il perd encore. Pendant des années, il mène une guerre de reconquête en territoire hostile, avec des ressources limitées, parfois contraint de se réfugier dans les montagnes, avec une poignée de fidèles. Tite-Live décrit cette période. Un homme qui refuse de se soumettre, qui survit là où d'autres auraient capitulé. C'est dans cette période, entre la vingtaine et la trentaine, que Massinissa forge ce qui fera sa grandeur, une résilience absolue et une lecture froide des rapports de force. Et c'est dans cette période qu'il prend la décision la plus importante de sa vie. Certains ont dit que Massinissa a trahi Carthage pour s'allier à Rome.
que c'était de l'opportunisme. Regardons les faits. Massinissa observe le monde autour de lui avec lucidité. Carthage est en train de perdre la guerre contre Rome. Syphax, son ennemi direct, celui qui a volé ses terres, s'est allié à Carthage. Rome cherche des alliés en Afrique du Nord. Massinissa ne choisit pas Rome par admiration. Il choisit Rome parce que Rome lui permet de récupérer ce qui lui appartient et d'unifier ce que personne avant lui n'a réussi. C'est de la géopolitique, pas de la sentimentalité. Il rencontre Scipion l'Africain, le général romain qui va mener la campagne finale contre Carthage. Les deux hommes se reconnaissent, accord scellé. En 202 avant Jésus-Christ, la bataille décisive a lieu. Hannibal est revenu d'Italie pour défendre Carthage. Face à lui, Scipion. Et sur le flanc romain, la cavalerie de Massinissa. Polybe décrit la bataille avec précision. L'infanterie romaine et carthaginoise s'affrontent au centre. C'est un combat équilibré, brutal. Mais sur les ailes, la cavalerie numide de Massinissa enfonce la cavalerie carthaginoise, la poursuit, puis revient dans le dos de l'infanterie d'Hannibal. C'est cette manœuvre qui décide de la bataille. C'est cette manœuvre qui met fin à la deuxième guerre punique. Rome triomphe et Massinissa, enfin, peut construire. Massinissa a environ 36 ans quand la bataille est terminée. Il a devant lui 54 années de règne. Ce qu'il fait de ces 54 années est sans précédent dans l'histoire de l'Afrique du Nord antique. Il prend des tribus nomades et semi-nomades dispersées sur un territoire immense, de l'est algérien jusqu'à l'ouest tunisien actuel, et il les sédentarise. Il leur apprend l'agriculture. Il introduit la rotation des cultures, l'irrigation, l'exploitation systématique des terres. Gzelle le documente. La Numidie sous Massinissa devient un grenier. Des terres qui produisent du blé en abondance. Une économie agricole là où il n'y avait que transhumance. Il construit Cirta, l'actuelle Constantine, comme capitale royale. Une vraie ville, des bâtiments, une administration, une cour. Il crée sa propre monnaie. La monnaie numide porte son visage, un roi berbère gravé sur le métal qui circule dans tout le bassin méditerranéen. Il constitue une armée permanente, structurée, entraînée. Pas une levée tribale improvisée, une force militaire professionnelle. Il établit des relations diplomatiques avec les grandes puissances de son époque. Rome le respecte. Les royaumes hellénistiques le reconnaissent. Il envoie du blé à Delphes, à Délos, un geste de souverain qui s'inscrit dans le monde. Et il ouvre des bibliothèques, des espaces du savoir dans un royaume berbère, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà ce que l'histoire officielle minore. Voilà ce que Gzelle, Cans et Julien documentent. Massinissa n'est pas un homme qui se repose sur ses acquis. Pendant les décennies qui suivent, il mène une politique d'expansion méthodique aux dépens de Carthage. Il récupère territoire après territoire en s'appuyant sur les clauses du traité imposé à Carthage par Rome, qui interdit à Carthage de faire la guerre sans l'accord de Rome. À chaque fois que Carthage tente de résister, elle doit se soumettre à l'arbitrage romain. Et Rome statue souvent en faveur de Massinissa. C'est habile. Certains historiens y voient de la trahison. D'autres y voient un souverain qui utilise tous les outils à sa disposition pour agrandir et consolider son royaume. Ce qui est certain, à la fin de son règne, le royaume de Numidie est vastement plus grand qu'à ses débuts. Et Carthage est réduite à une cité sans arrière-pays. Ce sera la justification que Rome utilisera pour lancer la troisième guerre punique et détruire Carthage définitivement en 146 avant Jésus-Christ, 2 ans après la mort de Massinissa. Au-delà du roi et du stratège, les sources antiques nous donnent des détails sur l'homme lui-même. Tite-Live et Appien décrivent Massinissa à un âge avancé avec une admiration à peine dissimulée. Il monte encore à cheval, à 85 ans. Il dirige lui-même ses campagnes militaires jusqu'à la fin. Il a 44 fils. Il meurt en 148 avant Jésus-Christ, à environ 90 ans, en pleine campagne militaire. Lucide,
jusqu'au dernier souffle. Scipion Émilien, le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain, est présent à sa mort. Massinissa lui confie ses fils et son royaume. Un homme qui a régné 54 ans, qui a vu passer 3 générations de Romains, qui a survécu à tout. Qu'est-ce que Massinissa a laissé? Il a unifié un territoire qui préfigure l'Algérie. Il a fait de Cirta une capitale. Il a frappé sa propre monnaie. Il a bâti une armée permanente. Il a développé une économie agricole. Il a imposé sa puissance dans tout le bassin méditerranéen. Ce qu'aucun souverain d'Afrique du Nord n'avait jamais accompli, sans tutelle étrangère. Jugurtha, son petit-fils, résistera à Rome pendant 17 ans. Tacfarinas après lui. Un fil continu de résistance qui traverse 2200 ans. Ce fil commence ici, avec un prince Massile qui a refusé de disparaître. Massinissa n'est pas un personnage de manuel scolaire. C'est la preuve qu'avant 1830, il y avait ici une civilisation, un peuple, une histoire. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi sur YouTube Antar Altaric et sur TikTok Antar Altaric.